Voici votre tour d'horizon rapide sur l'appréciation de la condition clinique en secourisme au travail. Tiré du manuel officiel de la CNSST, ce tout premier chapitre est littéralement fondamental, puisqu'il nous dicte comment adapter immédiatement nos gestes face à une victime, selon qu'elle souffre d'un malaise soudain ou d'un gros choc physique. Alors, premièrement, il faut savoir que la base universelle de toute intervention débute toujours par l'évaluation de l'état de conscience, suivi de notre fameuse séquence vitale, le ABC. A pour ouvrir les voies respiratoires, B pour vérifier la respiration et C pour vérifier la circulation. Deuxièmement, si on fait face à un problème purement médical, disons un simple malaise, l'approche est super simple. On ouvre les voies respiratoires en basculant doucement la tête de la victime vers l'arrière pour faciliter le passage de l'air. Finalement, en cas de problème traumatique, comme une grosse chute ou un impact, la différence est vitale car vous devez impérativement protéger la colonne cervicale. C'est hors de question de basculer la tête. On va plutôt utiliser la technique de subluxation de la mâchoire tout en inspectant tout de suite le thorax pour trouver des plaies ouvertes et contrôler les hémorragies importantes. En somme, la nature exacte de l'urgence dicte vraiment si vous devez privilégier le dégagement classique ou la protection stricte de la colonne vertébrale. Et pour bien maîtriser toutes ces nuances qui sauvent des vies, je vous invite à écouter la suite avec notre épisode complet sur ce sujet qui suit à l'instant. Eh bien, bonjour. Aujourd'hui, on entame une nouvelle analyse détaillée qui risque de vraiment changer notre perception des situations d'urgence. Ouais, une exploration en profondeur d'un sujet qu'on espère tous ne jamais avoir à utiliser, en fait. Exactement. Et je suis ravi de guider cette discussion. Imaginez une fraction de seconde, lors d'un accident de travail, où la frontière entre la vie et la mort repose sur la capacité d'une personne à compartimenter la panique. C'est l'adrénaline pure. Le bruit des machines s'arrête et soudainement, un collègue devient une victime. Voilà. Et l'objectif de notre plongée d'aujourd'hui, c'est de décortiquer ce qui se passe précisément durant ces instants critiques. On va se baser sur le manuel de secourisme en milieu de travail de la CNST. Un document fascinant, soit dit en passant. Totalement. Et plus spécifiquement, on va concentrer toute notre attention sur le chapitre 1. C'est le chapitre consacré à l'appréciation de la condition clinique. Et ce qui est fou, c'est que loin d'être un simple recueil de directives administratives ou un truc aride, Mhm. ce document agit comme un véritable algorithme cognitif, un outil conçu pour empêcher le cerveau humain de figer face au chaos. Il offre une substructure décisionnelle binaire et vraiment implacable. Cette structure binaire, c'est véritablement la pierre angulaire de toute l'intervention. Dès l'instant où le secouriste pose les yeux sur la scène, le manuel impose une bifurcation immédiate de la pensée. Une séparation claire, ouais. Absolument. La question, c'est sommes-nous face à un problème médical ou à un problème traumatique ? Et l'implication de cette simple question, elle est colossale, non ? Par le protocole 1.1, ça fait référence à une défaillance interne du corps. Genre un malaise. Voilà. Une syncope, un accident vasculaire cérébral, une crise cardiaque. En gros, c'est la mécanique interne qui flanche. Ok. Et de l'autre côté, le traumatique. Le problème traumatique, lui, il est encadré par le protocole 1.2, et ça relève de la cinétique. De la cinétique, donc du mouvement. C'est ça. Une force externe violente a percuté le corps. Ça peut être une chute d'un échafaudage, une machinerie qui écrase un membre, ou un impact direct. Et cette distinction dicte absolument tout ce qui va suivre. Le diagnostic visuel initial force le secouriste à choisir un chemin et il ne pourra plus en dévier. Non, c'est un engagement total dans un protocole. Et ce qui frappe à la lecture de ces protocoles, c'est la façon dont cette appréciation primaire cherche d'abord et avant tout à sécuriser la survie immédiate. Il n'y a aucune considération pour le confort ou le diagnostic à long terme à ce stade. Exact, on cherche la survie. Pas de détails superflus. Et c'est là qu'entre en jeu la séquence universelle, le fameux l'ABC. Il est déployé non pas comme une petite suggestion sympa, mais vraiment comme un bouclier contre l'imprévu. On va démystifier cet acronyme. Mais commençons par la lettre L, avec son apostrophe. L'acronyme l'ABC est bien connu de notre auditoire, je suis sûre, mais son application stricte dans un environnement de travail hostile révèle toute sa pertinence. Le L', ça marque l'état de conscience. C'est vraiment la porte d'entrée, l'évaluation. La personne est-elle alerte ? Voilà, une personne alerte qui peut parler et orienter le secouriste, ça désamorce déjà une bonne partie de l'urgence vitale immédiate. C'est rassurant. Très. Et là, le secouriste doit se présenter, nommer sa fonction
Et détail psychologique vraiment crucial mentionné dans le texte, il doit verbaliser chacun de ses gestes. Ah oui, pour rassurer la victime. Exactement. Dans un état de vulnérabilité extrême, la victime a besoin de cette narration pour abaisser son propre niveau d'anxiété et, au final, pour collaborer. Mais c'est là que ça devient intense. La situation se complique radicalement. Lorsque la réponse à ce « là », l'apostrophe, c'est le silence. Le pire scénario initial. Face à une personne inconsciente, le réflexe humain le plus instinctif, c'est de s'approcher, de secouer la victime par les épaules et de crier son nom pour la réveiller. Ouais, on voit ça dans tous les films. Mais pourtant, c'est ici que la divergence entre le médical et le traumatique devient une question de paralysie ou de mobilité carrément. Absolument. Si l'évaluation initiale a orienté le secouriste vers le protocole 1.2, donc un traumatisme avec une suspicion de blessure à la colonne vertébrale, ce réflexe de secouer la victime devient potentiellement dévastateur. Parce que le danger mécanique est immense. Il est critique. Une vertèbre fracturée ou instable, ça agit un peu comme une lame de rasoir près de la moelle épinière. Le simple fait d'incliner la tête juste pour vérifier la réactivité, ça pourrait sectionner les voies nerveuses de façon irréversible. C'est terrifiant quand on y pense. Un faux mouvement et c'est la catastrophe. C'est pour ça que le manuel de la CNST impose une règle d'or absolue pour le protocole 1.2. C'est le maintien manuel de la tête dans l'axe du tronc. Donc on ne bouge rien. Rien du tout. Avant même d'évaluer quoi que ce soit d'autre, le secouriste vient figer la position de la colonne cervicale sans exercer de traction, simplement pour neutraliser tout mouvement accidentel. Ça exige une discipline de fer de la part du premier intervenant. Résister à l'envie de secouer. Une très grande maîtrise de soi, oui. Et cette discipline s'accompagne d'une directive qui ne souffre d'aucune exception, peu importe le protocole qu'on a choisi au départ. Le réflexe universel, l'appel immédiat au service préhospitalier d'urgence, le fameux 911. Oui, il faut alerter. Dans un contexte de travail, que ce soit un chantier isolé ou un bureau en pleine ville, les ressources du secouriste sont limitées. L'appel au 911 n'est pas la conclusion de l'appréciation primaire, c'est vraiment une composante intégrée dès les premières secondes. Le chronomètre de survie est lancé. Chaque minute gagnée compte. Et une fois cette chaîne de survie activée, l'intervention plonge dans la mécanique respiratoire avec les lettres A et B. Rentrons dans le vif du sujet. La lettre A pour airway, ou les voies respiratoires en français. Ça traite d'un problème purement anatomique. Chez une personne inconsciente couchée sur le dos, la gravité devient un ennemi mortel. À cause de la langue, c'est ça, hein? J'ai lu cette métaphore visuelle. La langue devient le pire ennemi. Exactement. Le tonus musculaire global s'effondre, et ça inclut de muscles génioglosse, celui qui maintient la langue. Cette masse musculaire volumineuse bascule vers l'arrière et vient littéralement sceller le pharynx. Donc l'air ne passe plus. Plus du tout, bloquant tout passage d'air vers les poumons. La victime s'asphyxie par sa propre anatomie. Et la solution à ce blocage illustre parfaitement cette séparation chirurgicale entre nos fameux protocoles 1.1 et 1.2. Pour un problème médical classique, disons un malaise, sans suspicion de blessure cervicale, la technique est super connue. C'est le renversement de la tête vers l'arrière, couplé au soulèvement du menton. Tout à fait. Une main sur le front, 2 doigts sous la partie osseuse du menton, et on bascule le tout. La traction étire les tissus du cou et décolle mécaniquement la langue de la paroi pharyngée. Une manœuvre d'une simplicité redoutable. Oui, mais la complexité surgit avec le protocole 1.2, le trauma. Ah oui. Comment on libère le passage de l'air si la colonne cervicale doit rester absolument immobile? On vient de dire qu'il ne fallait surtout pas bouger la tête. Et c'est là que le manuel propose une manœuvre qui relève presque de l'ingénierie anatomique, c'est la subluxation de la mâchoire. La subluxation de la mâchoire. Ça sonne technique. Ça l'est. Le secouriste, placé à la tête de la victime, vient positionner ses mains de chaque côté de la mandibule, la mâchoire inférieure. En exerçant une pression ferme vers le haut, en ligne droite, il propulse la mâchoire vers l'avant. Vers le haut sans basculer la tête. Brillant. Les attaches musculaires tirent alors la langue avec elle, ce qui dégage les voies respiratoires, et ça sans qu'aucune vertèbre du cou ne soit fléchie ou en extension. Devoir maîtriser et appliquer cette mécanique sous haute pression, c'est impressionnant. Ça démontre le niveau de compétence exigé des secouristes en milieu de travail. Totalement. Une fois cette prouesse technique accomplie, la transition vers la lettre B, le breathing, la respiration doit se faire très rapidement. On évalue le soulèvement du thorax, on observe, on écoute, on sent. On ne compte pas encore précisément. On regarde si la cage thoracique se soulève de façon asymétrique. On écoute s'il y a un sifflement ou un gargouillement. Qui indiquerait la présence de fluide. Exactement. Et l'inspection du thorax,
particulièrement lors de traumatismes sévères, révèle un aspect du manuel que je trouve très intéressant. Ça mêle l'urgence vitale à une considération très humaine. Le concept de dignité et d'hypothermie. Voilà. En cas de suspicion de blessure grave à la poitrine, il faut exposer la peau pour chercher des plaies. S'il y a une plaie ouverte au thorax, ça détruit la pression négative des poumons. Il faut appliquer un pansement non occlusif tout de suite. Mais le manuel rappelle constamment aux secouristes de préserver la dignité de la personne. Parce que se retrouver à moitié dévêtu sur un plancher d'usine, devant ses collègues, c'est un traumatisme psychologique supplémentaire. Et il faut aussi la protéger du froid. L'hypothermie est un facteur aggravant mortel. Dans le cas d'une perte de sang, la baisse de température altère la coagulation. Couvrir la personne devient une intervention médicale critique. C'est fou comme chaque détail compte. Mais il y a une exception qui confirme la règle dans tout ce processus, non? Un moment où le fameux ABC se transforme soudainement. Une exception cruciale. Si la personne ne respire pas ou si elle a une respiration agonale, des allaitements inefficaces, le ABC devient instantanément CAB. Le C, pour compression, prend le dessus. L'arrêt cardio-respiratoire. On passe tout de suite au massage cardiaque. L'ouverture des voies et les blessures passent au second plan. Le cœur est arrêté, le secouriste doit devenir la pompe. Un effort colossal. 100 à 120 compressions par minute. C'est épuisant. D'où l'importance vitale du 911 appelé plus tôt. Exact. Mais si le cœur bat et que la respiration est là, on continue l'appréciation primaire vers la lettre C classique, l'évaluation de la circulation. Là, on regarde la couleur de la peau. Pâle, blanchâtre, bleuâtre. La température, si elle est froide. C'est le corps qui centralise son sang vers les organes vitaux. Et sous le protocole 1.2, le traumatisme, c'est aussi la recherche active d'une hémorragie massive. Les saignements importants qu'il faut contrôler sur le champ par pression directe. Une vraie course contre la montre. Et une fois cette survie immédiate assurée, l'expert, le secouriste, change de rôle. Il y a une transition fascinante. Le secouriste devient un enquêteur. Le chronomètre ralentit un peu. On passe à l'appréciation secondaire. L'objectif étant de repérer les blessures secondaires qui pourraient dégénérer. Et là, on a cet outil génial, un aide-mémoire incroyable pour la collecte d'informations, le SAMPOL. Très utilisé dans le domaine médical et vital pour le transfert aux ambulanciers. Décortiquons-le ensemble. Le S, c'est pour signes et symptômes. Qu'est-ce qu'on observe? Et qu'est-ce que la victime ressent? Est-ce une brûlure, un écrasement? Le A, c'est facile, allergie. Crucial avant de donner des médicaments. Le M, médication. Prend-elle des médicaments? Les a-t-elle pris aujourd'hui? Un travailleur sous anticoagulant, par exemple, ça transforme une petite coupure en risque d'hémorragie grave. Ah oui, la coagulation. Ensuite le P, le passé médical. Diabète, chirurgie récente, problème cardiaque. Ça explique beaucoup de malaise du protocole 1.1. Tout à fait. Et le L, c'est le dernier repas. À quelle heure a-t-elle mangé? Ça paraît anecdotique sur le coup. Ça ne l'est pas du tout pour l'hôpital. S'il faut opérer sous anesthésie générale, un estomac plein, c'est un énorme risque d'aspiration dans les poumons. C'est brillant d'y penser sur le terrain. Et enfin, le E, les événements précédant l'urgence. Que s'est-il passé juste avant? La cinétique de l'accident. En parallèle de cet interrogatoire, le secouriste recueille les signes vitaux, les chiffres clés. La respiration et le pouls. Qu'est-ce qu'on cherche comme données précises selon le manuel? Pour la respiration, chez un adulte, la norme c'est 12 à 20 par minute. On compte sur 30 secondes et on multiplie par 2, ou sur 1 minute si c'est difficile. On note aussi la qualité, est-ce profond, bruyant. Utilise-t-elle ses muscles accessoires pour respirer? Et pour le pouls? La normale, c'est 60 à 100 pulsations par minute. On le prend sur l'artère radiale au poignet ou carotidienne au cou. On compte sur 15 secondes, on multiplie par 4. Et ces deux pouls sont d'excellents indicateurs de la tension artérielle, surtout s'il y a un risque d'état de choc, on l'a vu. Un pouls radial clair, ça rassure sur l'oxygénation du cerveau. Exactement. Et suite à ça, si on est en protocole 1.2 traumatique, on lance l'examen physique complet, de la tête aux pieds. Une palpation et un examen visuel minutieux, tête, visage, cou, thorax, abdomen. On cherche une rigidité, le fameux ventre de bois. Le bassin, les jambes, les bras. Mais attention, il y a un angle mort délibéré. Ah, le dos. Le dos. En cas de traumatisme, le manuel est catégorique. On n'examine pas le dos, on ne manipule pas la victime. Le risque de déplacer une vertèbre et de toucher la moelle épinière est beaucoup trop grand. Ce sera examiné au moment du transfert sur la planche dorsale par les ambulanciers formés. Et on pourrait croire que c'est fini, qu'on attend juste les secours. Mais le manuel rappelle une consigne stricte. La boucle continue.
L'intervention n'est jamais terminée avant le relais. Le corps évolue. Il faut faire une réappréciation primaire régulière, revérifier le ABC continuellement. Ça empêche de penser que parce que c'était stable il y a 5 minutes, ça l'est encore. Et finalement, le passage du flambeau. L'arrivée des techniciens ambulanciers, paramédics. Là, on ne bavarde pas. On transmet des données chirurgicales. Le rapport verbal doit être précis. Nom, âge, nature du cas, résultat de l'appréciation, les interventions qu'on a faites. Et les fameuses réponses au questionnaire Sample. C'est ça. C'est ce qui assure la continuité ininterrompue des soins. Franchement, la beauté logique de ces protocoles me fascine. Que l'on soit face à un collègue qui fait un malaise, notre protocole 1.1, ou qui vient de faire une lourde chute, le 1.2, la checklist ABC puis Sample permet de ne jamais paniquer. Ça priorise ce qui maintient la vie. Ça montre aussi à quel point le corps humain est à la fois incroyablement fragile et étonnamment mécanique. C'est tellement vrai. Le simple fait de soulever un menton ou une mâchoire peut littéralement relancer la machine de la vie, en libérant la plomberie interne. C'est la physiologie pure. Et ça m'amène à une pensée finale pour quiconque nous écoute aujourd'hui. On vient de voir comment une checklist stricte, comme le ABC ou le Sample, permet de gérer une crise médicale intense au travail, en évitant au cerveau de figer sous la panique. En forçant l'action plutôt que la paralysie. Exactement. Alors on pourrait se demander, dans quelles autres situations complexes et chaotiques de notre vie quotidienne ou professionnelle, on gagnerait à appliquer notre propre appréciation primaire stricte avant d'agir? Éliminer ce qui distrait pour se concentrer sur l'essentiel. Tout à fait. Une vraie réflexion sur la puissance des protocoles pour dompter la panique humaine. Merci de nous avoir accompagnés dans cette plongée en profondeur fascinante. Restez curieux et surtout restez en sécurité. Les informations présentées dans cet épisode sont offertes à titre informatif et pédagogique seulement. Ce balado ne remplace pas une formation officielle en secourisme en milieu de travail, reconnue par les autorités compétentes. Pour obtenir une certification valide, il est essentiel de suivre un cours accrédité auprès d'un organisme reconnu. Le contenu de ces épisodes est élaboré avec soin, en s'appuyant sur les standards actuels du secourisme et produit avec l'aide d'outils d'intelligence artificielle. Malgré toute l'attention portée à l'exactitude des informations, certaines imprécisions peuvent survenir. Ce balado ne constitue pas un document officiel reconnu par la CNESST ni par des organisations telles que Cœur et AVC, la Croix-Rouge ou toute autre autorité réglementaire. Notre objectif est simple, vous aider à réfléchir, réviser et approfondir vos connaissances en secourisme dans un format accessible et complémentaire à votre formation. Merci d'être à l'écoute et surtout, continuez à vous former.